merci d'être ici. Donc la question, c'est d'envisager des problèmes de la linguistique d'un point de vue mésologique. Vous êtes déjà averti d'un point de vue général qui est celui de constituer par la mésologie une sorte d'épistémologie des choses concrètes. Épistémologie des choses concrètes, y compris de considérer le langage dans sa concrétude. Et plus que dans sa concrétude, je dirais dans sa concrescence. C'est un concept que je vous ai déjà présenté et qui veut dire croître ensemble, grandir ensemble. Alors, en l'occurrence, les mots et les choses croissent ensemble. Bien, concrescence des mots et des choses, et par effet didactique, je vais vous faire un vilain jeu de mots. Concrescence, c'est aussi le concrescence. Et non pas des abstractions à propos du sens. Et en tant que science moderne, la linguistique, dans sa tendance générale, participe de l'abstraction de la science moderne, de l'abstraction du logos vis-à-vis justement de cette concrétude et de cette concrescence. Bon, alors c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. La concrescence des choses avec notre existence et par effet de nourrissement réciproque. Nourrissement réciproque, c'est aussi ce qu'on appelle coalescence. Ça veut dire la même chose, étymologiquement. Alérer, ça veut dire nourrir. La coalescence de notre existence avec la réalité qui nous entoure. C'est ça le nœud de la mésologie, c'est cette coalescence ou cette co-suscitation, suscitation réciproque de l'être humain ou de l'être vivant en général et de son milieu. Co-suscitation. Avec deux concepts guides que vous connaissez aussi, c'est le concept de médiance, c'est-à-dire, en l'occurrence, c'est l'être individuel et son milieu forment l'unité de l'être. C'est la médiance, et puis la trajection, qui est ce mouvement d'aller et venir, de va-et-vient entre les deux pôles logiques que sont le sujet au sens logique, c'est-à-dire ce dont il s'agit, c'est-à-dire la substance, S, et puis ce qu'on en dit, à savoir le prédicat. Donc c'est le rapport S en tant que P, ça c'est en tant que, S en tant que P, la substance en tant que, alors substance ça va avec accident, sujet logique ça va avec prédicat, qui se développe en chaîne trajective. Ce rapport, cette relation qui est une formule de la réalité allie nécessairement une substance et ce en tant que quoi ça apparaît à un existant quelconque. Donc en réalité, SP, c'est S-I-P. Ça, c'est l'interprète, c'est-à-dire l'existant, l'être, la personne, le vivant, aux yeux de qui, pour qui, S devient P. C'est-à-dire, par exemple, comment le pétrole devient une ressource pour une société donnée, pour une civilisation donnée, ce qui n'est pas le cas pour toutes les sociétés ni toutes les civilisations. C'est donc en vertu d'une contingence, c'est-à-dire ça pouvait être autrement, mais historiquement c'est ceci. La contingence historique qui fait que S existe en tant que P. Voilà, ça c'est les grandes lignes de la mésologie.
Maintenant, venons-en plus directement à la question de la langue. Le lien est tout à fait direct, puisque si on dit que ça, ce sont des substances qui sont là dans l'environnement, dans ce que Uexküll appelle Umgebung, c'est-à-dire le donné environnemental brut, ça va exister en tant que quelque chose, en l'occurrence en tant qu'un mot quelconque. Ça va exister en tant que table, etc. Chaque chose va exister en tant qu'un certain mot. Et ça va concrètement avec cette chose. C'est-à-dire l'idée de table, l'idée abstraite de table, va concrètement avec cette chose et le mot table. Ça va ensemble, c'est la concrescence des mots et des choses. Ça, c'est le point de vue général qui va guider mon exposé. Donc, l'être relatif que Platon avait identifié en tant que génésis, l'être relatif par distinction avec l'être absolu qu'il a appelé idea ou eidos, va exister concrètement dans le monde sensible en tant que génésis, c'est-à-dire en fait comme un devenir, ce qui naît. Génésis, ça veut dire la genèse, ce qui naît, le fait de naître. Dans une relation nécessaire avec ce que Platon avait identifié comme chora. Donc, Génésis et chora sont dans un rapport d'empreinte matrice, comme il ressort de la présentation qu'en fait Platon lui-même, dans le Timée, dans un rapport d'empreinte matrice, c'est-à-dire que l'un nourrit l'autre. C'est bien de la coalescence. L'un nourrit l'autre, de la coalescence ou de la co-suscitation. Dans ce rapport entre S et P, S, dans la tradition de pensée occidentale, et notamment depuis Aristote, S, c'est une substance. S est une substance. Et P n'est pas une substance. C'est une insubstance. Et vous savez que c'est... Enfin, vous savez, en tout cas, au moins une personne sait que la critique fondamentale que la pensée d'Aristote a portée contre celle de Platon, c'est que ce que Platon considérait comme l'être absolu, l'idea ou eidos, Aristote l'a considéré comme un prédicat. Et que ce qui existe substantiellement, c'est ce qu'il appelait ousia, et non pas le dit prédicat. Lui, il l'a considéré comme un prédicat, et non pas comme une substance. Donc, dans le rapport historique, dans l'histoire de la pensée européenne, le rapport entre substance et prédicat pour la logique, c'est le rapport entre substance et accident pour la métaphysique. La métaphysique s'occupe de l'être. Donc, dans les deux cas, c'est substance, c'est ousia, que Aristote appelait ousia. Je ne sais pas où on met l'accent, une fois de plus, mais ce n'est pas grave. Et ça, c'est un accident. Et le rapport entre les deux, entre ceci, qui est le point de vue logique, sujet, prédicat, sujet substantiel, sujet, ce dont il s'agit, et le prédicat, ce qu'on en dit, donc ça c'est du point de vue de la logique, est homologue à ce que, du point de vue de la métaphysique, c'est-à-dire en s'interrogeant sur l'être, la tradition européenne a appelé substance et accident. L'accident, en somme, il est contingent, c'est-à-dire il peut arriver, il peut ne pas arriver. Donc il n'est pas substantiel.
il est du domaine du virtuel. On rencontre là le problème fondamental de la linguistique, qui va considérer comme un de ses problèmes fondamentaux le rapport qu'il y aurait entre les choses qui nous entourent, mais du point de vue moderne, ces choses sont des objets, et puis ce qu'on en dit, c'est-à-dire des mots. Donc la chose, en fait l'objet moderne, serait substantiel, et ce qu'on en dit, les mots, et l'ensemble des mots qui fait une langue, et plus généralement encore le langage, la faculté de parler, serait insubstantiel. Pour suivre cette tradition, le point de vue de la mésologie en l'affaire est le point de vue central de la mésologie pour toute affaire, c'est-à-dire de considérer que ce qui existe concrètement, c'est le rapport entre les deux, et non pas ou bien l'un ou bien l'autre. Et de ne pas considérer ni l'un ni l'autre comme des objets identifiés comme des en soi qui existeraient vraiment pour soi-même, en soi-même. C'est-à-dire que les choses, et c'est le point de vue moderne, de dire que les mots et les choses ont divergé à partir du moment où la modernité, eh bien, petit à petit engendrait la linguistique moderne. Donc ça, c'est la divergence radicale entre le point de vue mésologique, qui va considérer que le sens concret, le concret sens, excusez-moi, c'est vraiment un mauvais jeu de mots, mais c'est parlant, de la langue, ne va pas sans un lien concret avec la chose, le S. C'est un des premiers textes d'Aristote qui a adressé cette critique fondamentale à la pensée de Platon. C'est un texte où il parle un peu de toute son attitude philosophique et qui s'appelle, un drôle de nom, le protreptique. Protreptique. Bien, du point de vue de la mésologie, donc, S va exister et, au sens le plus fort, c'est-à-dire exister, c'est-à-dire en sortant hors de soi. Qu'est-ce que ça veut dire en sortant hors de soi? Ça veut dire en sortant de son identité, l'identité à soi-même, de quelque chose qui serait, en somme, comme l'idée platonicienne, hors de tout temps et de tout espace concret, et qui est donc éternellement soi-même. Eh bien, le rapport avec P fait sortir S hors de son identité à soi-même, dans un devenir qui est la génésis, justement. Et c'est ça qui engendre la réalité concrète. C'est cet exister en tant que quelque chose. Ceci existe en tant que table pour nous. Mais quand je dis en tant que table, ce n'est pas uniquement en tant que le mot table, c'est en tant que tout ce qui va avec, aussi bien avec le mot table qu'avec ceci. Je dis ceci en supposant que ça n'est pas encore appelé table. Mais en réalité, concrètement et historiquement, dans un milieu réel, c'est appelé table, ou autrement, dans tout autre mot qui convient, suivant le milieu où l'on est, suivant les langues notamment. Mais en tout cas, que ça s'appelle comme ceci ou comme cela, ça n'est pas le résultat d'un choix arbitraire, comme le veut la linguistique moderne, c'est en vertu. Alors arbitraire, c'est comme hasard.
C'est le point de vue moderne devant la réalité, par exemple, comme Jacques Monod l'a dit à propos du vivant, en intitulant son livre bien connu « Le hasard et la nécessité », c'est que c'est ou bien nécessité, c'est-à-dire c'est mécaniquement une suite de causes identifiables qui produit mécaniquement, nécessairement tel résultat, ou bien hasard, c'est-à-dire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Et le point de vue de la mésologie, c'est justement de dire que la réalité qu'on traite n'est ni nécessité, ni hasard, mais un entre-deux qui s'appelle contingence. Donc que le lien entre ceci et le mot table est contingent, c'est-à-dire un résultat de l'histoire. Un résultat de l'histoire. Et que ça n'est donc pas une projection arbitraire qui relèverait simplement du hasard, comme le veut notamment le structuralisme en linguistique. Je vais en donner quelques exemples plus tard, mais je poursuis le propos. Donc, de ce point de vue mésologique, S, ce dont il s'agit, ceci par exemple, va exister en tant que P, S va exister en tant que P, sortir de son identité close sur soi-même pour s'ouvrir en un certain monde où, par exemple ici, ça s'appelle table, ou ça s'appelle, comme vous le dites en Corse, je ne sais pas comment on le dit en Corse, mais Vanina va me le dire. Bon, enfin, vous me suivez quand même. Bon, en japonais, ça va s'appeler tsukue, mais peu importe. Ça veut dire que sur notre terre, il y a au moins 6000 façons d'appeler ça. C'est ce qui fait croire à la linguistique que c'est arbitraire. Et la mésologie, contre cet arbitraire, prétend que c'est contingent et non pas arbitraire. C'est donc historique. Et l'histoire, ça n'est pas quelque chose qui tout d'un coup se serait institué à propos de l'humain, des choses humaines seulement. L'histoire est dans la lignée de quelque chose de plus général et de plus profond qui est l'évolution. Et le principe commun aux deux, c'est justement ce que la mésologie appelle des chaînes trajections. Et fondamentalement, le principe de la trajection. Ainsi, dans cette concrétude, cette concrescence, les choses vont avec les mots, et pour pouvoir aller avec les mots, justement, les choses ne sont pas des objets. Elles sont, ou disons plutôt, plus justement, pas seulement des objets. Elles sont des objets, certes, analysables en termes physiques, par exemple, comme ceci, mais aussi, elles sont, elles entrent dans des systèmes divers, des systèmes techniques, parce que ça n'existerait pas sans un système technique, ça n'existe jamais en soi, ceci. Alors ceci, c'est un objet fabriqué, certes. Alors quid des choses qui existent dans la nature et que nous n'avons pas fabriquées? Eh bien, elles résultent de l'évolution, et l'évolution aussi, comme l'histoire humaine, relève fondamentalement de la contingence. Parce que ça pourrait être comme ceci, ça aurait pu être autrement. Et l'évolution nous montre que la vie a exploré des voies dont certaines se sont développées, d'autres se sont fermées. Mais je ne reviens pas sur ces questions. Et cette coalescence, concrescence, ou bien cet aller avec un trait d'union, cet aller avec des mots et des choses, nous donne des prises, qui sont les prises de notre milieu, et qui sont des prises trajectives, c'est-à-dire qu'elles vont dans les deux sens, elles sont un va-et-vient, à la fois active et passive. Active, parce que, par exemple, j'ai prise là-dessus, je peux prendre cette chaise, mais si je peux la prendre, c'est justement parce qu'elle est préhensible. Donc elle me donne prise, mais moi j'ai prise, parce que j'ai des mains humaines. Si j'étais un chacal, je ne pourrais pas la prendre.
Vous voyez, toutes ces choses vont avec. Elles se nourrissent réciproquement dans un certain monde. Et ces prises qui résultent d'une chaîne trajective, ces chaînes trajectives impliquent nécessairement l'interprétant en question, en l'occurrence un être humain, mais avant cet être humain, il y avait un primate, et avant, il y avait un mammifère, etc. Bref, tout cela, c'est une immensément longue chaîne trajective qui fait que l'être en question est impliqué dans cette réalité, dans cette en tant que. Le rapport SP implique nécessairement mon existence. Ça fait que moi, j'existe dans les choses et les choses aussi impliquent mon existence. Et c'est ça qui fait la concrétude, qui lie les mots et les choses, et en même temps qui vont motiver l'être. Là aussi, c'est une divergence radicale avec le point de vue moderne, pour lequel essentiellement l'objet est neutre, puisqu'il existe en soi. Il existe en soi, donc il n'existe pas pour moi. Du point de vue de la mésologie, il y a un lien entre les deux, et qui dit que ça implique mon être, dit que ça implique aussi ma volonté, ma façon de saisir les choses, bref, qu'il y a motivation. Les choses de notre milieu nous motivent, diversement, positivement, négativement, mais nous motivent. Il y en a qu'on aime, il y en a qu'on n'aime pas, etc. Et cela conditionne fondamentalement notre action, notre manière d'agir. Donc, s'agissant plus directement de la linguistique, eh bien, les mots font exister les choses, les font sortir de leur en soi pour exister pour nous, en fonction de nous. Donc, la chose va exister en tant que quelque chose qui me motive, qui compte pour moi, c'est-à-dire qui est trajective. Les choses sont trajectives. Bon, derrière ce que je suis en train de vous dire, il y a de très vieilles querelles dans l'histoire de la pensée qui remontent notamment à ce que j'ai très rapidement dit du désaccord entre Aristote et Platon, et qui a engendré plus tard, au Moyen-Âge, ce qu'on a appelé la querelle des universaux. La querelle des universaux, pour le dire très, très brièvement, très schématiquement, c'était le désaccord entre ceux qui pensaient, dans la lignée platonicienne, que les concepts généraux existaient réellement. Par exemple, si vous dites société, la société existe réellement. Et puis, il y avait ceux qui, alors ceux-là, on les appelait des réalistes. Ça veut dire que les concepts généraux, ils ont une réalité, ils existent réellement. À l'inverse, ceux qui pensaient que, comme Aristote, les concepts, les idées générales de Platon n'étaient que des prédicats, mais que ce qui existait réellement, eh bien, c'était les choses individuelles et non pas générales, les choses singulières et non pas universelles. C'est pour ça qu'on parlait de querelle des universaux. Il y a une anecdote à propos de Platon, justement. C'est un critique de Platon qui était un sophiste dont j'ai oublié le nom, mais Madame Graziani le sait sans doute. Celui qui se moquait de Platon en disant « Je vois bien un cheval, mais je ne vois pas la kaballéité ». Je ne sais plus comment il s'appelle, c'était un sophiste. Certes, le cheval, il est tangible, mais le concept de kaballéité, ça n'est qu'un prédicat. Telle était la critique fondamentale d'Aristote à l'égard de Platon. Bon, eh bien, dans cette lignée, on a eu, au Moyen-Âge, ceux qui étaient
à l'inverse des réalistes dans la lignée platonicienne, il y avait ceux qu'on appelait les nominalistes, pour qui donc cela, ça n'était que des noms, mais ce qui existe réellement, c'est la chose concrète. Et ils pensaient la concrétude dans la singularité de la chose. Ce qui plus tard a engendré l'attitude à gauche, là. En fait, elle est à droite. Politiquement, elle est plutôt à droite et l'autre est plutôt à gauche. Parce que si vous dites que la société existe, ça va engendrer le socialisme et tout ça. Mais si vous dites que justement, ça n'est que des mots, ce qui existe, vous allez dire comme Madame Thatcher, je crois que je vous l'ai déjà sorti celle-là, Madame Thatcher qui disait « There is no such thing as society. There are men and women and there are families. » Mais la société, ça n'existe pas. Ce qu'il y a, c'est des gens, des hommes, des femmes, des familles, à la rigueur des familles quand même. Ça a engendré ce qu'on appelait l'individualisme méthodologique. Donc de considérer des objets concrets, des individuels concrets. Mais les concepts sont fumeux, ils sont immatériels, et donc, à rigoureusement parler, ils n'existent pas. Quel est le point de vue de la mésologie à cet égard ? Eh bien, c'est que dans la chaîne trajective, il y a engendrement réciproque dans le fil du temps, engendrement réciproque entre S et P. Du point de vue du nominalisme, il n'y a que S qui existe substantiellement. Alors que les réalistes pensent que le prédicat, pour suivre l'idée d'Aristote, ce qu'il appelle le prédicat, mais que Platon considérait comme l'être absolu, il y a dans la chaîne trajective substantialisation de P en S', puisque c'est plus le même, c'est un autre un peu plus tard et un peu ailleurs aussi, et toujours aussi indéfiniment assomption de S en tant que P. Vous voyez, le point de vue de la mésologie prétend faire la synthèse ou le dépassement de la double thèse antagonique réalisme versus nominalisme, en dépassant aussi, par la même occasion, l'antinomie entre ce que Nishida appelait logique du prédicat et ce qu'Aristote, ou à propos d'Aristote, on a nommé la logique du sujet, de l'identité du sujet, qui sont inconciliables a priori et dans cette longue tradition, mais la mésologie prétend dépasser cette antinomie dans une chaîne trajective. Et s'agissant de linguistique, eh bien, c'est justement de montrer que dans une chaîne trajective, les mots vont avec les choses. Et vous n'allez pas distinguer substantiellement le mot de la chose. Bien. Vous avez assisté au séminaire précédent, pour la plupart d'entre vous, donc chaîne trajective, ça vous dit quand même quelque chose. Pour celles qui auraient un peu oublié, de toute façon, on va mettre ces choses par écrit dans les publications qui vont suivre ce séminaire et dont on s'occupe avec Vanina. Donc ça va venir en son temps, écrit noir sur blanc. Et avec d'autres livres aussi, dont on reparlera au prochain séminaire. À propos de cette suite indéfinie d'assomption de S, de la substance, du sujet logique, en tant que P, et du rapport, plus exactement, de la relation qu'il y a entre les deux, qui, dans un stade ultérieur, va servir de base, de point d'appui à une prédication ultérieure par des personnes ou des animaux, des vivants quelconques, ultérieurs,
dans cette suite-là, le rapport S en tant que P va devenir base nouvelle. Alors base, sujet, ça veut dire base aussi, hein, c'est ce qui est en dessous. Le grec hypokeimenon, le latin subjectum, le mot substance également, ça veut dire des choses qui sont dessous et sur lesquelles on peut s'appuyer. On peut appuyer un discours humain à propos de ça. C'est l'idée, ça sort d'une image fondamentalement. C'est ce sur quoi on peut s'appuyer. C'est le sol aporétique. Aporétique, ça veut dire on ne passe pas à travers. Donc on peut s'appuyer dessus. On ne passe pas à travers parce qu'on ne peut pas le comprendre. Hein. Une aporie, c'est ce qu'on ne peut pas comprendre. Au moins, on peut s'appuyer dessus pour dire des choses, pour développer des manières de saisir cela d'une certaine manière, justement, et le rapport entre les deux faisant la réalité d'un certain milieu. Et comme il y a implication indéfinie et même croissante de l'être de l'interprète dans cette réalité concrète, ou dans cette concrescence, il va y avoir, comme l'a formulé Watsuji, Watsuji parlait de... Alors, évidemment, c'est un concept japonais. Bon, je vais arrêter d'écrire en japonais puisque depuis presque 2 ans que j'enseigne ici, il n'y a pas un seul japonophone, à moins que je n'ai raté. À moins que je n'ai raté un faciès oriental, mais bon, donc j'arrête. Simplement le mot écrit en lettres romaines. Diko, ça veut dire soi, et hakken, ça veut dire découvrir, la découverte, et sei, c'est pour conceptualiser. Donc c'est autodécouvertité. Autodécouvertité, ou plus joliment dit, découvrance de soi dans mon milieu, découvrance de notre être dans notre propre milieu. C'est notre existence. Ça rejoint directement des concepts heideggeriens tels que außer sich sein, c'est être au dehors de soi, Dasein, etc., etc. Donc ça, j'en ai déjà parlé souvent, quasiment à chaque session. Vous avez donc trajection, puisque ça revient aussi. Ça sort de nous par le déploiement de la dimension technique qui va allonger mes mains jusqu'au bout du monde. Ça, c'est un fait. Mais qui n'a pas pour autant quitté mon propre corps, parce que ça y revient grâce au symbole. Et aussi loin que la technique projette ma corporéité, au bout du monde, le bout du monde revient dans mes connexions neuronales. C'est ça la trajection, ça va et ça revient. Et c'est ce qu'on appellera ouvrir-couvrir. Ouvert, c'est pourquoi le mot ouvert, c'est parce que Heidegger a parlé beaucoup d'ouverture, de clairière, etc., ouverture ou façonnement d'un monde. Et effectivement, le déploiement des systèmes techniques hors du corps animal ouvre un monde. Notre monde est bien plus vaste que celui d'un chimpanzé, n'est-ce pas? Les chimpanzés n'envoient pas des robots sur Mars. Hein, et ils ne font pas des radiotélescopes capables de déceler des quasars éloignés de 13 milliards d'années-lumière. Bon, ça c'est la technique qui nous le permet, mais en même temps ça revient parce que nous avons des systèmes symboliques qui font que ça ne quitte jamais ma tête, notre tête. Donc ça ouvre, mais en même temps ça revient, donc ça couvre la distance indéfiniment. En fait, ça retrouve un concept heideggerien, c'est le concept de Entfernung.
en allemand ordinaire, Entfernung, ça veut dire distance. Alors, Heidegger a mis un trait d'union ici pour dire Entfernung, pour dire que pour le Dasein qui est là auprès des choses, eh bien, c'est aussi une abolition de la distance. Donc, ent, c'est un préfixe qui abolit justement, enfin, c'est un peu comme le a, a privatif que l'on a dans notre tradition de langue latine. Et Fernung, fern, ça veut dire loin. Entfernung, comme éloignement, ça a été traduit par éloignement, ou par d'éloignement, ça rapproche. Dans l'idée d'ouvrir-couvrir, il y a cette idée de vraiment déploiement du monde, mais pas seulement symboliquement, vraiment aussi en termes métriques. Hein, notre monde, c'est notre univers. Hein, il fait 13,7 milliards d'années de diamètre, en principe. Mais en même temps, il est ici parce que cette distance, elle est instantanément couverte par nos systèmes symboliques. Sinon, vous voyez le temps que ça mettrait. Ça mettrait 13,7 milliards d'années avant de revenir. Donc, ça serait une aliénation fondamentale. Les mots, en tant que système symbolique, ils permettent justement de parler de ça, ici, maintenant. Et donc de couvrir cette distance immense. Et ouverture, couverture, ouvrir, couvrir, ça veut dire aussi que c'est une trajection, fondamentalement, un rapport de trajection, qui fait que, puisque ça implique mon existence, notre existence, nous sommes à l'unisson de notre propre monde, de notre propre milieu. Et si vous vous demandez quelle est la différence entre monde et milieu, le monde, je considère que c'est un ensemble de prédicats, mais que le milieu, c'est justement la relation trajective entre les deux. Donc à la rigueur, un monde, dans sa mondanité, peut se déployer en tournant sur lui-même, et c'est ce que nous montre l'histoire, c'est que souvent le monde se met à tourner sur lui-même, aussi bien lorsqu'il oublie la terre qui le fonde, donc ça, l'histoire nous montre, comme l'ont détaillé notamment des livres de Jared Diamond, des civilisations se sont écroulées parce qu'elles avaient oublié leur rapport à la terre qui leur permettait d'exister. Mais ce n'est pas simplement l'histoire des civilisations passées, et virtuellement d'un autre, c'est aussi cette absolutisation de paix, absolutisation de la mondanité du langage que la linguistique moderne a invoqué pour en arriver à la pensée, le type de pensée que, en Amérique, on appelait la French Theory, hein, la théorie française. French Theory, qui est ce que, du point de vue mésologique, j'appelle un métabasisme, qui, en l'occurrence, fait tourner le langage sur lui-même. Le langage sur lui-même, en oubliant que les mots n'ont de sens, du point de vue que je viens de vous exposer, les mots n'ont de sens que grâce au lien qu'ils ont toujours avec la substance, avec la chose. La critique que je suis en train d'aborder, c'est notamment celle qu'on peut adresser à la philosophie de Jacques Derrida, qui est typiquement un métabasisme, quand il parle de signifiant flottant,
mais ça découle du structuralisme, donc de Saussure, qui a dominé la linguistique moderne, en tout cas en France, et dont l'idée fondatrice, c'est que ce sont les rapports entre les mots, pour dire le plus simplement possible, qui vont faire le sens des mots. Je vous donne un exemple de... Alors ça, c'est du métabasisme, je pense, et qui est fondamentalement issu du dualisme, qui va faire que le sens ne serait qu'une projection arbitraire, je vous ai parlé tout à l'heure de l'arbitraire et du hasard, une projection arbitraire de ce qu'il y a dans la tête humaine sur les objets. Parce que dans cette perspective, ce n'est pas des choses, c'est des objets. Et on va projeter arbitrairement. Par exemple, je vais projeter arbitrairement là-dessus le mot table. Parce que dans cette ontologie dualiste, il n'y a pas de lien substantiel entre ça et le mot table. C'est arbitraire. Et je vous en donne un exemple. Texto. Alors peut-être que je l'ai déjà sorti à certains ou certaines d'entre vous. Et je vous pose la devinette et vous allez dire qui a écrit cela. Alors, citation. Quel qu'ait été le moment et les circonstances de son apparition, le langage n'a pu naître que tout d'un coup. Les choses n'ont pas pu se mettre à signifier progressivement. Je saute un passage. Un passage s'est effectué d'un stade où rien n'avait un sens à un autre où tout en possédait. À qui est dû ce credo structuraliste, subitiste, et j'oserais même dire créationniste? Mais bon, la personne en question n'était pas créationniste. C'est le grand Claude Lévi-Strauss. Donc c'est dû à la plume de Claude Lévi-Strauss dans Introduction à l'œuvre de Marcel Mauss, dans un ouvrage intitulé, mais c'est sous le nom de Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 1950. Bon, ce passage, ce credo structuraliste, est donc projectionniste, dualiste. Il est repris 50 ans plus tard, sans la moindre critique, par un linguiste spécialiste, Sylvain Auroux, La philosophie du langage, Paris, PUF, 1996, qui cite, page 45, ce passage sans le critiquer, simplement au titre d'une façon de voir, d'une thèse, et sans critiquer cette thèse, alors que du point de vue de la mésologie, cette thèse est fausse. Elle est radicalement fausse. Parce que dans le développement, la concrescence du lien entre le mot et les choses, le subitisme de ce credo structuraliste est indéfendable. C'est une vue de l'esprit. Parce qu'en réalité, d'abord, les langues ont une longue histoire, mais elles ne sont pas apparues subitement comme tout d'un coup, paf, il y a des langues? Non. Les langues sont elles-mêmes dans la suite, cette fois-ci qui se compte non seulement en millions d'années, mais même en 3,8 milliards d'années, si on prend le début de la vie sur Terre,
depuis qu'il y a de la vie sur Terre, il y a eu la communication entre les êtres vivants entre eux et à propos de leur environnement. C'est ce qu'a montré la biosémiotique. Alors là, je vous lis un passage tiré d'un livre du fondateur de la biosémiotique, Jesper, alors c'est un Danois, alors je ne sais pas trop comment on prononce le danois, c'est Jesper Hofmeyr, pas Mayer, Hofmeyr. J'en ai déjà parlé de Hofmeyr. Donc, dans un ouvrage intitulé, bon, je donnerai les références à Vanina, le texte, mais je vous lis le passage, hein, c'est au début de son livre qui s'appelle Signs of Meaning in the Universe, signes de sens dans l'univers. Citation, la sémiosphère est une sphère, tout comme l'atmosphère, l'hydrosphère et la biosphère. Elle pénètre dans tous les coins ces autres sphères en incorporant toutes les formes de la communication, son, odeur, mouvement, couleur, forme, champ électrique, radiation thermique, ondes de toute espèce, signaux chimiques, toucher, etc. Bref, des signes de vie. Alors, pour la mésologie, c'est dans le fil qui se compte en milliards d'années, 3,8 milliards, pour autant qu'on sache aujourd'hui les débuts de la vie sur cette planète, qui se déploie en chaîne trajective, c'est-à-dire où de nouveaux prédicats vont indéfiniment tabler sur des réalités précédentes pour finalement que ces systèmes de communication deviennent un langage humain. Le langage humain n'est pas apparu comme ça, il est apparu à la suite de ces chaînes trajectives. Donc, il est indéfendable de soutenir, d'un point de vue subitiste, que le langage est apparu tout d'un coup, que tout d'un coup les choses ont eu du sens. C'est faux. Les choses avaient du sens. Là, on rejoint un point de vue que Heidegger a exprimé dans Qu'est-ce qu'une chose, là, c'est ça, un Ding, et il montre que Ding, ça c'est des démonstrations à la Heidegger, elle est étymologiste. Qu'en allemand ancien, Ding, c'était Thing, comme en anglais d'ailleurs, Thing, et que ça avait le sens de assembler, assembler. Et il montre que la res, la chose en latin aussi, bon, c'est un rassemblement. Et ça rejoint sa thèse fameuse, au moins chez les philosophes, du quadripartie. Ça devient très ésotérique, mais du point de vue de la mésologie, c'est tout simplement que les substances vont nécessairement avec des prédicats, c'est-à-dire ce que ça signifie en tant que quoi ça existe pour des êtres vivants. Et notamment, pour ce qui nous concerne, en tant que quel mot ça va exister pour nous. Voilà la différence essentielle entre le point de vue mésologique et le point de vue que j'appelle dualiste, subitiste, créationniste. Bien entendu, ce n'est pas créationnisme au sens où les créationnistes vont nier l'évolution, puisque Lévi-Strauss, il était athée, mais il ne fait pas du tout créationniste. Mais son credo structuraliste, au moins en l'occurrence, je ne sais pas s'il s'est renié par la suite, je ne crois pas. Je ne sache pas qu'il se soit renié par la suite. C'est bien du subitisme. Et dans la réalité concrète de la vie sur Terre et des milieux et de l'histoire de ce qui existe concrètement, il n'y a pas de subitisme. Il y a de l'histoire. Et il y a de l'histoire parce qu'il y a de l'évolution. Et il y a de l'évolution parce que l'être est fondamentalement trajectif. Que veut dire l'être est fondamentalement trajectif ? Eh bien, ça veut dire que l'être est nécessairement tiré, il est tiré hors de sa gangue, la gangue de son identité
il est tiré en avant par un prédicat. Un prédicat, fondamentalement, c'est une manière de saisir, une manière d'interpréter, une manière de dire, une manière d'agir sur. Donc I, c'est-à-dire le pour-soi d'un interprète, va tirer S hors de sa gangue en tant que P. Ce qui veut dire que l'être et le paraître sont dans un rapport de coalescence, puisque l'être substantiel, S, ça n'est pas un être complet. Un être complet, il est nécessairement aussi un apparaître en tant que. Apparaître en tant que. Pour les autres êtres, et imaginez un être qui ne suppose pas l'existence des autres êtres, c'est une vue de l'esprit. Hein, vous n'avez pas un animal un tel sans les écosystèmes qui permettent l'existence de cet animal, etc. Vous n'avez pas un individu Augustin Berg qui existerait en soi sans une société, sans l'espèce humaine. C'est une vue de l'esprit. Donc, cet apparaître qui va tirer l'être hors de la gangue, retenez l'image, la gangue. Si ça n'était pas tiré hors de la gangue, eh bien, tout simplement, ça n'existerait pas. Ça n'existerait pas. Et les sociétés humaines en ont conscience, ou du moins en ont subconscience depuis très longtemps, parce que de très nombreuses mythologies vous diront que au moment où le monde commence, il y a nomination des choses. Nomination des choses. C'est ce que nous dit la Bible. Hein, Dieu crée le monde, mais il nomme. Il dit ça va s'appeler comme ci, ça va s'appeler ça, ça va être la terre, etc., etc. La nuit, le jour, Dieu nomme. Mais Dieu, c'est une métaphore de l'humain qui va nommer. Parce que si vous changez un petit peu de milieu, et vous allez en Australie, les aborigènes, dans ce qu'on appelle le temps du rêve, les êtres ancestraux vont sortir de la terre, et la première chose qu'ils vont faire, c'est à la fois de marcher, de se déplacer, et de nommer. Ils font un pas et ils nomment une chose. Ils font un autre pas, et les danses qui reprennent le rite, on marche comme ça. On marche et on nomme. On fait exister. Et il y a bien d'autres façons d'exprimer cette idée fondamentale que, en réalité, l'être suppose la nomination dans un monde humain. Et on va prendre nomination au sens large, c'est-à-dire que ça va au-delà du langage seul, au langage strict. En réalité, c'est l'instauration d'un rapport prédicatif. En somme, ça suppose une trajection. Ça, on va vous en parler demain, à propos de toponymie. Pour qu'un lieu devienne humain, il doit être nommé. Pour qu'il existe véritablement, humainement, il doit être nommé. Et c'est ça, la toponymie, nommer les lieux. Et c'est un rapport avec notre être. Ça nous concerne, ça nous motive. Quand vous voyez des gens qui badigeonnent la toponymie italienne pour la remplacer par une toponymie corse en Corse, eh bien, c'est l'être qui est en jeu. C'est ça, parce que c'est des lieux qui concernent, j'aime pas trop le mot identité finalement, qui concernent l'existence corse. Vous le savez bien mieux que moi. Mais ça vaut partout. Donc, cette trajection de S en P indéfiniment, S en tant que P, assomption de S en tant que P,
puis suivi de substantialisation du rapport S en tant que P pour un nouveau prédicat. Donc SP va devenir S' pour P'. Bon, je ne le réécris pas parce que je l'ai déjà écrit plusieurs fois. Ça fait exister le sol, l'en-soi de la Terre obscure, va accéder à la lumière d'un monde, pour prendre une image heideggerienne, dans cette querelle entre la Terre et le monde, la Terre étant la base, ce qui fonde la substance, ce qui se tient dessous. La Terre substantielle va sortir de son en-soi par la vertu d'un ensemble de prédicats, c'est-à-dire un ensemble de P. Ça, c'est pas la thèse de Heidegger lui-même, c'est la thèse que je retire de Nishida, logique du prédicat. Et nous aurons entre die Erde ce que Heidegger appelle Streit, c'est-à-dire la querelle, le litige, le combat. Et on va, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé d'appeler ça querelle, parce que ça m'évoque la querelle des universaux. Dans la querelle des universaux dont je vous parlais tout à l'heure, dire que ce que Platon appelle eidos, on appelle ça en français les formes platoniciennes ou les idées platoniciennes. Les formes, c'est très intéressant d'appeler ça forme. Pour Aristote, ça n'était que des prédicats. Et si on rapproche l'idée de prédicat, c'est-à-dire le jour sous lequel va apparaître la base substantielle, le jour sous lequel la Terre va devenir un monde, dans ce que Heidegger appelle Lichtung, la clairière. La clairière, c'est le jour sous lequel, en somme, les choses apparaissent. C'est très amusant qu'en français comme en allemand, l'idée de lumière ait cette ambivalence. Lichtung, ça veut dire une clairière. Les philosophes français francophones ont traduit Lichtung par la clairière, mais c'est la même idée, c'est que dans un bois où il fait sombre, là où vous avez ouvert une clairière, eh bien, les choses apparaissent au jour. Et c'est, dans la philosophie de Heidegger, ça déploie un monde. Donc c'est fondé sur des images très, au fond, simples, cette idée. Mais entre les deux, il y a ce que Heidegger appelle Streit, et une querelle, je dirais une querelle, il y a du pour et il y a du contre. C'est exactement comme il y a du pour et il y a du contre dans la querelle des universaux, parce que, pourquoi y a-t-il du pour et du contre? Parce qu'il y a en fait coalescence entre les deux dans une chaîne trajective. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir... S n'existerait pas s'il n'était pas déployé en P, assumé en tant que P. Et P, étant immatériel, insubstantiel, ne peut pas exister en soi. Il a nécessairement besoin de la base, d'une terre, d'un sol pour s'appuyer dessus. Donc l'un suppose l'autre. Donc les mots supposent les choses. Donc le monde ouvert par le langage suppose la terre, suppose la vie, etc. Tout ce qu'il y avait avant que le langage ne se déploie. Bon, ceci, vous le comprenez bien, ça va contre l'idée d'une projection. Il n'y a pas projection, il y a trajection. C'est pas du tout pareil. La projection est unilatérale, arbitraire.
Et la trajection suppose une longue histoire où il y a contingence, coexistence, co-suscitation, coalescence et acceptation de l'altérité, acceptation de l'autre. Bon, le mécanicisme, pour le mécanicisme, il n'y a que hasard ou nécessité. Où la mécanique tourne, ou bien il y a un accident et ça ne tourne plus, par hasard. Mais ça, c'est du réductionnisme, c'est une simplification abusive de la complexité de la réalité concrète. Ça vaut pour toutes les réalités. D'abord, il y a un lien avec le métabolisme. Nous ne serions pas en vie sans métabolisme. Aucun être vivant ne vit sans métabolisme. Le métabolisme, c'est ce qui va transmettre du mort dans du vivant. C'est curieux à dire. Je prends du mort, à savoir une plante cueillie, donc tuée, ou bien un animal tué par le chasseur, je le mange et ça devient ma vie. C'est ça le métabolisme, fondamentalement. C'est quand même complexe comme processus, faire de la vie avec du mort. Et nous le rendons. Par exemple, grâce à ces systèmes techniques et symboliques et grâce à sa médiance, vous vous rappelez le concept de médiance, j'ai écrit là, l'être humain, on ne dira pas qu'il est immortel, parce que ce n'est pas vrai, évidemment pas, mais l'être humain est transmortel, c'est-à-dire qu'une personne qui meurt continue à exister en tant que un nom, une œuvre, etc. Et ça, les humains le savent depuis bien longtemps. C'est ce qui les a fait exprimer ça de manière métaphorique dans leur religion, dans la croyance en un au-delà, une âme qui serait, elle, immortelle, au moins pour les chrétiens, une âme qui serait immortelle. Le poète Horace, dans les vers fameux où il dit « Exegi monumentum aere perennius », j'ai créé, j'ai fait. Quelle est la bonne traduction, Madame Graziani? Exegi, c'est j'ai accompli. J'ai réalisé un monument plus durable que le bronze. Il faut le dire avec des trémolos dans la voix, bien sûr. Il dit plus long que ceci et que cela. Et pour terminer, non omnis moriar. Je ne mourrai pas tout entier. Non omnis moriar. Et c'est comme ça notamment que les écrivains ne meurent pas tout entiers puisque leurs œuvres demeurent. J'ai parlé d'Aristote, j'ai parlé de Platon, ils existent parce qu'ils ont écrit. Et les œuvres humaines dépassent la mort, dépassent la limite du corps animal parce que le corps médial est un être vers la vie. Je vous en ai parlé de l'être vers la vie. Ça ne s'arrête pas à la mort individuelle. Donc, l'être humain, il est transmortel. Évidemment, ça dépasse les limites du vivant lui-même parce que l'être humain, il s'est doté en plus de systèmes techniques et symboliques. Il est transmortel grâce à ces systèmes techniques et symboliques. Mais cela n'existe pas dans l'abstrait non plus.
ils ne sont possibles que parce que des êtres vivants, en chair et en eau, les ont fait exister. Et parce qu'il y a évolution et transmission par la vie elle-même, comme le prouve de jour en jour plus clairement ce qu'on appelle l'épigénétique. Si vous avez eu entre les mains le dernier numéro de Science et Vie, ça vous arrive peut-être, le dernier numéro, c'est celui de mars. Il faisait état d'expériences faites par une équipe américaine qui ont prouvé, par la méthode expérimentale, qu'il y a bien épigénèse, c'est-à-dire que si vous administrez un choc électrique à une lignée de souris, aux mâles, ceux de sexe masculin, aux mâles, vous associez un peu comme le principe du chien de Pavlov, telle chose à un choc électrique, eh bien, au bout d'un petit nombre de générations, ce trait, c'est-à-dire une sensibilité à ce choc électrique, va être transmise par la voie des femelles, bien entendu, qui, elles, n'avaient pas été soumises à l'expérience, va être transmise à la descendance. Donc ça, c'est vraiment de l'épigénétique et par la preuve expérimentale. Et ça, c'est une grande révolution dans la doxa de la biologie qui était fondée sur l'identité du génome, n'est-ce pas? Identité du génome. Et bien là, l'identité du génome qui est S, là, disons que c'est S, la substance, le génome, qui va répliquer son identité, eh bien, concrètement, il y a influence de l'environnement et prise en compte de l'environnement, c'est-à-dire il y a épigénèse. Bon, je laisse de côté la biologie, mais c'est pour dire que tout ça se tient. Et donc que isoler le langage, la question du sens, isoler cela de tout cet ensemble, eh bien, c'est une abstraction indue et qui mène à l'erreur, qui mène, entre autres, à ce que je vous ai présenté tout à l'heure comme un credo structuraliste. Bon, ça touche toutes les réalités humaines, ça touche l'habitation. L'habitation, une maison, c'est jamais seulement un objet, c'est aussi une famille. Vous le savez bien en Corse, et il y a des langues où c'est encore plus clair. Par exemple, en japonais, maison, ça veut dire aussi, ça peut vouloir dire moi, au moins dans le dialecte d'Osaka. Une petite fille, elle dit maison pour dire moi. Et il faut le faire, je crois qu'on même en Corse, on ne le fait pas. Maison, ça veut dire moi. Le patronyme encore, c'est Casada. Casada, c'est le patronyme, c'est l'identité d'un individu et de toute une famille en ce qu'elle est habitée sous la même maison. Donc on n'est pas très loin. Oui, ben oui, c'est parce que dans la réalité concrète, dans la concrescence de la réalité, vous n'avez pas des objets discrets. Dis, ça veut dire c'est séparé, hein, c'est pas concret, c'est discrétisé. Discrétisé par le dualisme moderne, qui distingue les objets. Ce n'est pas des objets, c'est des choses qui vont ensemble, des réalités qui vont ensemble. Idem pour la nourriture. La nourriture, ce n'est pas simplement une affaire de ce que montre la diététique et les nutritionnistes, donc des protéines, des lipides, bien sûr, c'est ça physiquement, mais c'est aussi bien plus. Et ça, l'anthropologie a bien montré que c'était mais aussi, c'est une logique du mais aussi, bien autre chose. Par exemple, là j'avais un... Ah oui, ça c'est une citation de l'ouvrage de Lucien Febvre, le grand historien, dans son introduction à la collection l'évolution de l'humanité,
C'était le volume introductif qui était intitulé « La Terre et l'évolution humaine, introduction géographique à l'histoire ». Alors, dans un passage du livre, je cite « Nulle part la nourriture n'est ingérée par le sauvage », on disait encore sauvage à l'époque, c'était en 1922, « Nulle part la nourriture n'est ingérée par le sauvage avec une sorte d'indifférence éclectique. Partout des interdictions, des restrictions, des tabous. » Je saute un passage. « Chez les Esquimaux du centre, il y a défense de manger en même temps le gibier de terre et le gibier de mer. Défense de garder dans sa hutte des bêtes de terre tuées en même temps que de la baleine, du phoque, etc. » Vous voyez ce genre d'interdiction que vous trouvez dans des tas de cultures, des tas de religions. Et la nourriture va avec, c'est l'aller avec, la concrescence des systèmes techniques, des systèmes symboliques et des systèmes physiologiques. Donc le métabolisme va avec des systèmes de cet ordre. Et je vais terminer sur une hypothèse hardie. Mais bon, je ne suis pas le seul à la faire parce qu'il y a un des plus grands physiciens et mathématiciens de notre temps qui s'appelle Roger Penrose, qui soutient depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, une thèse qui ne cesse d'ailleurs de se développer, et qui, aux dernières nouvelles, s'appelle hypothèse. Allez, il faut que j'arrive à me relire. C'est, ah oui, All-Core. Ça veut dire orchestré, orchestrated. OR, ça veut dire réduction objective, objective reduction. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du quantique, à savoir, c'est ce que la réduction quantique, c'est la réduction du paquet d'ondes. Le paquet d'ondes, c'est quand vous avez un enchevêtrement, une intrication quantique dans laquelle vous avez superposition d'états à l'échelle quantique, mais qui, à l'échelle macro, sont nécessairement séparés, décohérés. Il y a des cohérences quantiques. La thèse de Penrose, c'est qu'il y a des cohérences pour des raisons objectives, simplement de taille. Donc au-delà d'une certaine taille, les états vont se séparer. Donc c'est résumé par une célèbre image, le chat. On en parlait à midi avec Vanina. Alors naturellement, j'oublie comment s'appelle le chat de Schrödinger. Oui, le chat de Schrödinger. C'était pas une devinette, j'oubliais le mot. Alors le chat de Schrödinger, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un chat qui est à la fois vivant et mort. À la fois vivant et mort, si vous avez superposition d'états, et ce n'est pas des vues de l'esprit, c'est démontré. Et on fait des expériences de plus en plus macro qui font que, par exemple, une particule peut être à la fois ici et là, ce qui est absolument en dehors de notre cadre pensée rationaliste classique, parce que vous ne pouvez pas être à la fois ici et là. Eh bien, la physique le montre expérimentalement. C'est en 1983 un physicien français qui a le premier fait l'expérience. C'est-à-dire il a prouvé une idée qui était déjà en tant qu'idée en place. Mais il fallait la prouver. C'est fait depuis 1983. Et il y a 2 ans, un physicien suisse a porté l'expérience à une échelle quasi macro parce qu'il a intriqué 2 paquets de 1 milliard d'atomes.
qui sont donc séparés dans l'espace, mais qui réagissent physiquement à tous égards comme si c'était le même. Vous voyez? Bon, donc l'idée de Penrose, c'est prouvé expérimentalement, hein, c'est pas des idées seulement, c'est pas des hypothèses, c'est des faits. L'idée de Penrose, alors là c'est une hypothèse, c'est que la conscience, le phénomène de conscience, serait de cet ordre, c'est-à-dire qu'il y aurait un lien subsisterait entre des états qui sont en réalité séparés, donc entre A et B, un objet A et un objet B, il y aurait un lien et que la conscience serait fondamentalement cela. Bon, évidemment, moi, je ne peux pas en parler davantage, mais je vous renvoie, vous faites Penrose et vous faites hors corps sur Internet et vous aurez tous les détails souhaités et même des articles en long et en large, parce qu'il n'est pas le seul à soutenir cette hypothèse et depuis 20 ans, elle s'est diffusée. Bon, alors l'hypothèse que personnellement attire vraiment hypothétique, je fais, c'est que dans l'ouvrir-couvrir dont je vous parlais tout à l'heure, dans le sens, c'est ça qui fondamentalement créerait le sens, c'est-à-dire que entre A et B, entre l'objet et le nom qu'on lui donne, il y aurait un lien qui serait, si l'on en croit Penrose, aurait un fondement physique quantique, mais en tout cas, et ça c'est plus qu'une hypothèse, en tout cas, du point de vue mésologique, s'insère dans des systèmes symboliques qui permettent que A existe en tant que B. Et ça, c'est pas neuf de dire ça. Voilà, l'hypothèse, le pas un peu hypothétique, ou même très hypothétique, c'est de supposer qu'il y a un lien avec la physique. Et il faut toujours se rattacher d'une manière ou d'une autre à la physique si on veut paraître sérieux. Hein, donc, en l'occurrence, l'être du professeur Berg cherche à paraître sérieux. Je vous remercie.